C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Truth TV, la télévision interactive. Bienvenue à Sport 3. Ce soir, on parle de rugby avec la formation initiée par la Fédération burkinabé de rugby à l'endroit des acteurs pour atteindre le niveau de World Rugby. On parle également des étalons U20 qui ont fini leur stage au niveau du Maroc et qui se sont envolés pour la Mauritanie en vue de la CAN des moins de 20 ans. Salitas également est au Gabon pour le tour de cadrage. On en parle dans cette émission avec l'aide de codeur Salam Béré. Bonsoir. Bonsoir à Samy, bonsoir à tous les téléspectateurs. Oui, bonsoir Issaka Ilboudou. Bonsoir Samy, bonsoir à tout le monde et si tu me permets, peut-être je vais saluer un grand frère très rapidement. Allez-y. Qui apprécie beaucoup ton émission, c'est le notre grand frère. Émission. Bon, disons notre grand frère Ila Bobo, oui. Le grand chef des gars de Raïbo, Modibo. Vraiment, c'est un monsieur qui apprécie vraiment ton émission. Effectivement. Et moi, je tenais vraiment sur ce plateau. On en a échangé quelques fois. Voilà, on était en communication aujourd'hui. J'ai dit, mais on ne fera pas l'émission sans quand même lui faire un coucou. Vous faites bien de et puis également, saluer quand même aussi la dextérité avec laquelle le président fondateur, il est revenu du Maghreb avec Nassar Bizas, selon les informations qu'on a eues, des contrats bien ficelés pour le bonheur de nos deux jeunes garçons qui sont partis, qui bientôt... Parlait bien de Raïmo avec Ahmed Belem et Soumaïla Ouattara. Contrairement à ce que les gens disaient, quand vous regardez un peu ce que le fondateur a allé négocier pour ces garçons, même en Europe, c'est pas évident. Donc vraiment, on lui dit bravo. Et puis bon, voilà. Merci Sakel Boudou. Merci. Voilà, il était un peu long, mais c'est pas grave. Ibé, bonsoir. Bonsoir Samy, bonsoir à tous. Voilà, ravi de vous retrouver tous et ravi de vous retrouver également. Merci de nous suivre via la page Facebook de l'émission, également sur le bouquet Canal Plus 254 et aussi sur la TNT. On se retrouve après cette virgule. Voilà, on débute avec cette formation initiée par la Fédération burkinabé du rugby, suivie d'évaluation des entraîneurs et d'arbitres. Cette formation, selon les premiers responsables, vise à permettre aux acteurs d'avoir le niveau 2 World Rugby. Suivez ce reportage de Nelly Tapson. Pour cette formation d'évaluation, les entraîneurs et les arbitres dans la phase théorique ont subi un test écrit sur les techniques d'entraînement et la connaissance générale du rugby. Dans la phase pratique, les acteurs ont été mis à l'œuvre à travers un match entre la sélection nationale A et B. À la fin de ces séries de supervision, dirigées chez les arbitres par Ignace Ndri et chez les entraîneurs par Adama Boukoum et Charles Yapo, 4 candidats sur 8 chez les arbitres ont été admis et 2 sur 2 chez les entraîneurs. La deuxième partie de la formation niveau 2 pour arbitres ici au Burkina. Nous étions là en décembre 2019, on devait revenir en décembre 2020. Compte tenu de tout ce que vous savez, c'est maintenant nous sommes là. Et pour cette deuxième formation, nous avons travaillé le socle de l'arbitrage pour les arbitres niveau 2. Nous avons travaillé la mêlée, le molle et le rock, le plaquage et le jeu dangereux. Ils étaient déjà au niveau 1. Ils avaient un certain nombre de connaissances. Là, on pousse le bouchon un peu plus loin pour leur montrer encore de nouvelles choses pour être capable d'arbitrer au niveau international avec le niveau 2. Cette formation est la bienvenue parce que depuis près de 3 ans, on atteint le niveau 2 et ça nous permet aussi, au même titre que la fédération, de rentrer dans l'élite de l'arbitrage africain. Donc on l'accueille avec, comme on appelle, beaucoup de joie. Une évaluation appréciée dans l'ensemble par la fédération au vu de la rigueur et de l'application des candidats. Pour la présidente, cette initiative vise également à inviter les différents acteurs à se former pour acquérir le diplôme de niveau 2 de World Rugby. Bon, dans l'ensemble, nous sommes satisfaits et eux aussi ils disent qu'il y a également une progression, une nette progression par rapport à l'année passée. Mais c'est vrai, il faut, au regard de nos ambitions, il y a toujours beaucoup à faire. Les perspectives à long terme est qu'au niveau de chaque club, on puisse avoir des entraîneurs qui sont reconnus par World Rugby, qui ont un niveau entraîneur reconnu par la fédération internationale. Ça, c'est important parce que ça élève le niveau de jeu. La prochaine formation pour le niveau de World Rugby au Burkina Faso est prévue pour le mois de novembre 2021.
Voilà, merci Nelly Tapsoba pour ce reportage. Alors, du rugby au Burkina Faso, c'est vrai que c'est une discipline qui n'est pas très bien connue, qui n'est pas beaucoup pratiquée aussi, puisque c'est un sport qui demande beaucoup d'intention physique. Oui, il y a des Burkinabés qui le pratiquent. Déjà, une formation pour mettre ces acteurs déjà dans le bain, c'est une belle initiative. Salambéré. Oui, bien sûr, c'est une belle initiative. Ça montre également que la discipline est en train de prendre vraiment son envol au niveau du Burkina, parce que déjà ça avait commencé avec les joueurs. L'équipe nationale, vous vous souvenez, est allée faire une belle prestation à Niamey, où franchement le Burkina Faso a ravi la vedette à un certain nombre de pays qui étaient là pour participer. Et déjà, vu que l'équipe est en train de prendre une progression fulgurante, il fallait qu'également les acteurs qui sont autour de cette discipline, notamment l'arbitrage, puissent avoir un certain nombre de connaissances également pour se mettre en marge de la progression même de cette discipline. Parce que, comme dans toute discipline, les règles varient, ça change d'année en année, et il faut vraiment être au top pour pouvoir suivre le rythme de ce genre de discipline. Oui. Et vraiment bravo à cette dame qui, depuis qu'elle est en tout cas à la tête de la fédération, fait beaucoup de choses pour l'avancée du rugby burkinabé. Oui, c'est vrai que les acteurs, ça commence par les arbitres qui doivent connaître les règles de cette discipline, et le niveau 1 était déjà maîtrisé. Le niveau 2 World Rugby, du rugby mondial, c'est quand même un niveau élevé. Oui. Bon, ce que je peux dire pour emboîter un peu le pas de Salambéré, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Vous savez que historiquement, si on rentre un peu dans l'origine pour faire un peu de l'histoire, le rugby est créé depuis 1884 par Sir William Webb, que nous rendons hommage aujourd'hui, dans la petite ville de Rugby en Angleterre. Pour ceux qui ne le savent pas, le rugby est créé dans le canton de Wiltshire en Rugby. Donc voilà le nom rugby, mais beaucoup de gens ne le savent pas. 200 ans, 100 ans après, nous sommes dans une formation de niveau 2, ça veut dire que nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Et comme je le disais, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Cette fédération, elle veut s'inscrire dans cette logique. Mais ce que nous devons savoir, c'est que le rugby dans les pays francophones avait pris un peu de retard parce que c'est un sport anglo-saxon. Et la majorité des pays qui évoluent très bien dans le rugby aujourd'hui, vous constaterez que c'est des pays qui étaient des colonies anglaises. Et chemin faisant, le rugby est tombé en France aussi à travers ces Anglais. Du coup, quand vous regardez un peu le championnat des 5 nations, c'est 5 États de l'Angleterre plus la France. Donc, Dieu merci, chez nous, ça commence. Le tournoi des 5 nations. C'est la France seule, plus 5 autres pays qui font le quater de l'Angleterre. Donc vous comprenez, c'est un peu historiquement pour pouvoir répondre à votre question. Pour dire que c'est très bien de déjà se former pour avoir un certain niveau, parce qu'on a encore beaucoup de schémas à faire. Ça fait 200 ans que le rugby existe. Si aujourd'hui nous sommes en train de faire une formation de niveau 2, c'est déjà bien, mais ça montre le chemin encore que nous avons à parcourir. Et comme c'est un sport qui a des pratiquants au Burkina, il faut saluer cette initiative. On se disait que c'est parce que c'est un sport qui est très physique. Non, moi j'ai eu la chance de le jouer. Moi j'ai eu la chance un peu de jouer le rugby quand j'étais en Côte d'Ivoire au lycée, mais il semblerait que c'est le sport où on se blesse le moins. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est le sport où il y a des contacts, mais les contacts ne se font pas au hasard. Les plaquages physiques, non, ils sont physiques, mais les plaquages ne se font pas au hasard. Ça ne se fait pas au hasard, le corps est identifié, il y a des zones où c'est permis de faire les plaquages. Donc les petits bobos, il y en a, mais les blessures réelles comme ça, moi depuis que je regarde le rugby, c'est en 95 que quand j'ai vu Max Brito, international ivoirien, qui s'est blessé en 95 en Afrique du Sud pendant la Coupe du Monde de rugby en Afrique, et depuis lors il est sur chaise roulante. C'est cette image que vous avez toujours qui m'est restée. Sinon, des petites blessures comme au football, les fractures, au rugby c'est un peu rare. Mais quand les gens regardent ça comme ça, à cause des mouvements, le physique des uns et des autres, on a l'impression que c'est le sport où on casse tout. Mais il y a des règles, et heureusement qu'il y a des formations pour donner les règlements. Oui, et cette formation, il y a eu 8 arbitres et 4 ont réussi, et 2 entraîneurs et les 2 également ont réussi. Et c'est l'équipe nationale A et B qui ont joué pour permettre à ces arbitres-là de se mettre en œuvre pour être évalués. Et vous pensez que c'est un bon résultat, hein?
Oui, ça peut être un bon résultat dans la mesure où c'est 8 candidatures et qu'on a 4, c'est déjà passable. C'est déjà pas mal pour une discipline qui est en train donc de se forcer un passage. C'est vrai qu'on avait accueilli une compétition sous-régionale, je me souviens, il y a quelques années ici au Burkina, mais ça n'avait pas été une très grande réussite et cela aussi était lié à la méconnaissance de la discipline, ou du moins il n'y a pas beaucoup donc qui s'intéressent véritablement à cette discipline-là. Et là, je vois que la présidente de la fédération est en train donc de mettre les petits plats dans les grands, parce qu'on dit qui veut aller loin maintenant sa monture, et là, une formation donc pour mettre les acteurs au niveau. Déjà même si au Burkina Faso elle n'est pas très bien rendue permanemment, je crois que le fait déjà de les mettre au niveau, ça va les positionner sur le plan africain et faire en sorte aussi que des gens puissent s'épanouir. En tout cas, pour l'essentiel, les très peu donc, qui s'intéressent donc à cette discipline-là pourront davantage s'épanouir sur l'échiquier continental. Oui, on a une équipe A et B aussi, est-ce que nationale. Est-ce que tu m'as impressionné au vu de ce match test entre l'équipe vraiment, A et l'équipe B? Moi, c'est franchement le physique des joueurs, parce que de par le passé, quand vous voyez l'équipe nationale burkinabé, vous allez croire que peut-être c'est une équipe de football. Voilà. Ça veut dire qu'au niveau diététique, quelque chose a été fait pour que vraiment le Burkina Faso entre dans ce concert des nations de non, je pense qu'à ce niveau, en fait, c'est un peu dans la conscience populaire. Quand on regarde un peu les rugbymen au niveau international, le travail physique qui a été fait dans les salles, parce que n'oublie pas que c'est un sport qui a besoin de physique, effectivement. Voilà, il faut pas être gros, il faut au moins avoir quand même de la musculation, parce que être gros, c'est différent quand même d'avoir des muscles. Vous voyez les mêlées. C'est qu'on a, je sais pas comment, c'est des plaquages. Les plaquages, les mêlées. Vous avez besoin quand même d'avoir une certaine force pour pouvoir résister à la charge des poussées. Donc évidemment, ceux qui ont, je vais dire, l'organe beaucoup plus adapté, c'est des gens des natures qui ont une corpulence assez volumineuse. Donc du coup, tout le monde pense que, mais quand même, il y a des petits joueurs aussi au rugby qui faufilent, qui ont des techniques, parce qu'on n'a pas forcément besoin que des gens physiques, mais on a besoin aussi des joueurs qui sont félins, qui sont très intelligents dans le maniement, dans les passements, et puis bon, tout ça, ça va ensemble. En tout cas, bon vent à cette nouvelle fédération dirigée par Roland Barrow, la présidente de la fédération burkinabé de rugby. Parlons à présent de football avec les étalons juniors qui ont eu 3 matchs test au Maroc avant de s'envoler pour Nouakchott pour jouer la CAN des moins de 20 ans. Alors, on retient que dans les 3 rencontres que les étalons juniors ont eu, il y a eu 2 défaites et 1 match et 1 victoire. C'est bien cela? Oui, c'est effectivement ça. Je pense que ça doit faire du bien à l'équipe. Vous savez qu'on est revenu des tournois de l'UFOAB où on a été ragaillardi par la brillante prestation. C'est vrai que on se fait battre en finale par un but qui n'a jamais existé, grâce à la volonté d'ailleurs de l'arbitre, et tout le monde l'avait compris. Et depuis tout ce temps, les garçons étaient aux anges. Et moi je pense que ces 2 défaites d'entrée donc en matière de préparation, ça va les rappeler donc il n'y a aucune équipe n'est permanemment parfaite. Justement. Donc il y a des choses à revoir, et lorsque ils ont perdu les 2 premiers matchs, vous avez vu qu'au 3e match contre le Fous de Rabat, qui est quand même une grande équipe, donc ils se sont imposés, et je crois que cette dernière victoire là certainement va booster leur morale pour les permettre d'être suffisamment prêts dans la compétition proprement dite, et on l'espère très bien. Oui, comme Ibé l'a dit, est-ce que ces 2 défaites c'est peut-être un élément qui va permettre à ce joueur-là de descendre un peu de leur nuage et prendre toutes les équipes au sérieux, parce que effectivement à l'UFOAB, le Burkina Faso était flamboyant? Non, pas seulement les joueurs, tout le Bataclan autour de l'équipe doit quand même revenir sur terre pour comprendre que, comme il a dit, tout est perfectible. Il n'y a jamais de perfection absolue. Voilà, on est revenu avec beaucoup de grelots. Il y a des matchs amicaux qui nous ramènent à comprendre que rien n'est gagné d'avance. Voilà, on perd un match contre des nations comme la Gambie, on perd un autre match contre le Cameroun, qui sont tous des pays qualifiés, je crois, pour cette compétition, qu'on a la probabilité encore de recroiser, sauf Fils du Maroc, qui n'est pas une équipe de nations, mais qui est un club. Donc là, on gagne.
ça peut booster le moral, mais il faut se le dire, tous les grands observateurs vous diront que les matchs amicaux c'est juste pour des réglages, mais en toile de fond, on a aussi besoin de les gagner, surtout certains matchs, pour emmagasiner assez de confiance. Mais cela ne veut pas dire que si vous perdez des matchs amicaux, vous n'allez pas faire forcément une belle compétition. Vous pouvez aussi aligner des victoires dans les matchs amicaux, dormir sur vos lauriers, aller vous faire surprendre au petit matin comme Samori s'est fait surprendre à Guédémou. Donc, il faut être aux aguets. Historien. Il faut être aux aguets, travailler pour dire que c'est une compétition où les matchs amicaux contrastent forcément avec le jour de la compétition. Oui, c'est vrai que l'équipe est au complet, sauf Fiacre Kwame qui va rejoindre l'équipe au niveau de Nouakchott. Est-ce que son absence aussi peut être un facteur des 2 défaites face aux équipes nationales? Pas forcément, parce que vous le savez, c'est les 2 matchs qui étaient vraiment, on va dire, entre guillemets, officiellement programmés pour vraiment le Cameroun dans le stage bloqué, le Cameroun et puis la Gambie. Maintenant que ces 2 matchs se sont soldés par 2 défaites, bon, je me suis dit que l'entraîneur a voulu quand même donner de la motivation, parce que quoi qu'on dise, même si c'est un match amical, ça donne un peu du tonus, le moral sur les enfants. Voilà pourquoi le lendemain seulement de la défaite contre la Gambie, ils ont programmé un 3e match juste pour se donner un peu de morale. Mais je ne crois pas que l'absence d'un seul joueur va quand même pourrir l'atmosphère. Je me dis, ce sont des enseignements, c'est un plan de jeu qu'il a de préparer, et au vu de ces défaites-là, il va les régler et puis aborder la compétition de façon sereine. D'accord, on va écouter d'abord Oscar Barreau après le match contre Fos de Rabat, qui intervient par rapport à la préparation de son équipe à Rabat avant de s'envoler pour Nouakchott. On l'écoute. Ok, et je pense que c'est encore un très bon test, comme les autres l'ont été, mais aujourd'hui encore avec une équipe beaucoup plus joueuse et plus technique. Alors, et ce qui nous a permis de voir tout le monde, je pense que tous les joueurs qui ont été convoqués et qui sont ici avec nous dans ces stages ont tous participé, et nous avons vu tout ce qu'on voudrait voir. C'est dire que le stage est très concluant pour nous, en ce sens que nous terminons par une victoire, une très belle victoire où on a vu les ballons vraiment rouler, où on a vu de l'engagement dans le jeu, où on a vu de la détermination et cette niaque qu'il faut pour aller chercher une victoire. On a vu également ça. Je pense que c'est tous ces aspects que nous sommes venus travailler ici à Rabat, et nous sommes très contents de la finale de la fin de ce match, en ce sens qu'on arrive à gagner un match et nous partons avec une certaine confiance pour la compétition, et nous estimons que nous sommes fin prêts pour aller aborder la compétition aujourd'hui. Les étalons juniors fin prêts pour aborder la compétition, et il faut passer par la Tunisie. Première rencontre lundi avant d'affronter les autres équipes. Centrafrique et puis terminer par la Namibie. Alors, comment vous voyez cette rencontre, Oscar? Alors, il y a une seule chose dont on est certaine, c'est qu'Oscar Barreau c'est un entraîneur qui a déjà fait ses preuves, qui a fait le chemin que vous connaissez, champion d'Afrique au niveau des Jeux d'Africains de Rabat. Il a été finaliste au niveau du tournoi de l'UFOAB. C'est vrai qu'il trébuche face à une équipe du Cameroun, et là il n'avait pas encore tous ces éléments en main. Et une autre défaite face à la Gambie, où lui-même il disait donc qu'il avait beaucoup tourné son effectif donc pour régler certaines choses. Mais à l'arrivée dans la compétition proprement dite, c'est face à la Tunisie. On l'a dit et on le répète, généralement les pays maghrébins, c'est pas des pays qui excellent au niveau des petites catégories. Donc du coup, je ne vais pas me donner des faux espoirs, mais je pense tout de même que quand on prend en compte les forces en présence dans notre équipe, vous parlez des gens Fiacre Kwame qui va rejoindre la troupe. Il y a Nathanaël Compaoré qui était déjà au championnat d'Afrique des Nations, qui a rejoint le groupe. Il y a les Ousmane Diané de l'Aspa et Nenga. Il y a les Ibrahim Blakis Ouattara qui avait déjà été très flamboyant au niveau de l'UFOAB. Et quand vous prenez tous ces acteurs pertinents, vous les mettez ensemble, vous vous rendez
rendre compte qu'on a quand même une équipe forte pour affronter n'importe qui dans ce tournoi. Et on va les suivre, et les autres pays, on va les découvrir au fur et à mesure donc on entre dans la compétition. Sinon au niveau des petites catégories, il n'y a véritablement pas de matière à vérifier justement les niveaux des uns et des autres. Donc c'est des équipes qu'on va découvrir au fur et à mesure donc on entre dans la compétition. Mais on est sûr donc qu'on a quand même une équipe forte et capable de rivaliser face à n'importe laquelle. Justement, parce que dans cette poule-là, c'est la Tunisie, la Namibie et la République centrafricaine. Ça veut dire, dans ce groupe, on voit que le Burkina Faso, même si il n'est pas favori, c'est peut-être la Tunisie qui peut tenir tête au Burkina. Non, je pense que, modestie mise à part, il ne faut pas être dans le fanfaronnade inutile. Quand même, on est quand même une nation qui a raison d'être citée aujourd'hui quand même, footballistiquement parlant, ces dernières années. Et ça va assez bien. Et ces derniers mois, nos résultats sur le plan continental fait que les gens ont un autre regard par rapport à nos équipes. On arrive à signer des grands contrats, on arrive à placer des joueurs, donc ça parle beaucoup quand même de notre football. Donc je me dis, quand tu regardes dans la poule, c'est vrai que la réalité du terrain n'est pas forcément ce que nous disons sur le plateau, mais ça peut refléter quand même certaines réalités. C'est quoi? C'est sans manquer du respect, c'est le Centrafrique, ça fait quand même une belle lurette que nous n'entendons pas parler du football du côté de ce pays, ça fait un peu longtemps quand même, surtout catégorie tout confondu, ça fait longtemps quand même. La Namibie, on peut dire c'est un pays anglo-saxon, on connaît un peu peut-être la technique de jeu, c'est le kick and rush avec un peu peut-être maintenant un peu modélé au football italien un peu. Bon, il reste quoi? La Tunisie qui peut s'apparenter, être l'éventail dans cette poule si on regarde un peu les infrastructures, tout ce qu'ils ont, mais n'oubliez pas qu'aujourd'hui nous avons quand même, comme il a dit, une belle équipe avec de très bons garçons et on a la chance aussi d'avoir quand même un superviseur national qui est là-bas aussi, qui accompagne, qui va apporter sa touche. Donc, Amadou Sampo également. Voilà. Donc on se dit que normalement avec toutes ces têtes de gondole qui sont autour de l'équipe, qui sont des véritables penseurs de notre football, on doit pouvoir sortir quelque chose qui va permettre au Burkinabé, en cette période assez compliquée, Covid, de sortir encore heureux comme d'habitude. D'accord, pas de souci. On va écouter à présent Ousmane Diané, c'était le capitaine face à Fouche de Rabat. On l'écoute. Bon, pour ce dernier match, il a fallu qu'on élève un peu le niveau pour pouvoir avoir assez de rythme, puisque les matchs amicaux et les matchs internationaux ne sont pas pareils. Ça, c'était un match amicaux de test pour que chacun puisse montrer son niveau et on a su bien monter le niveau pour pouvoir aborder le tournoi qui commence dans quelques jours. Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, on va faire de notre mieux pour remporter cette coupe. S'il plaît à Dieu, Inch'Allah. Quelle est l'ambiance au sein de ce groupe étalon UVA? Bon, l'ambiance en tout cas ça va bien. Surtout que nous avons un groupe WhatsApp où souvent on se taquine, mais il y a certaines heures quand l'heure arrive, personne n'a le droit de se connecter. Il faut qu'on se repose pour pouvoir être en forme le lendemain. Voilà, une belle ambiance au sein du groupe, mais aussi à la rigueur, hein, ça, vous l'avez entendu. Oui, mais c'est ça une vie de groupe, hein, parce que avec vraiment les nouvelles technologies de l'information, ça peut emporter la confiance que le joueur a vraiment de façon intrinsèque. Si vous instaurez un certain nombre de règles dans le groupe, ça favorise vraiment le groupe par rapport au travail même que vous mettez en place pour permettre à ces jeunes d'évoluer. On se rappelle que Duarte à un moment donné avait interdit dans l'équipe A l'usage du téléphone parce qu'il y avait surtout le dernier jour du match faut se concentrer pour ne vraiment pas penser, pour ne pas faire des calculs en fonction de la victoire ou de la défaite d'un de tes adversaires. Oui. Bon, c'est pour éviter d'être un peu évasif, parce que vous savez que les réseaux sociaux aujourd'hui ça consume et ça consomme l'homme. Oui. Quand vous êtes plongé à un moment donné, vous avez l'impression qu'il n'existe que ça, alors que vous avez autre chose qui est la concentration pour aller à une compétition. Maintenant, c'est comme souvent on le dit, peut-être qu'il va m'emprunter l'expression, on dit qu'il faut savoir tenir le bâton et la carotte en même temps. Donc c'est ce petit jeu de mots là qu'il faut pouvoir gérer, être en même temps doux avec les joueurs et en même temps être assez dur, parce qu'aujourd'hui les joueurs n'aiment pas les entraîneurs trop dirigistes.
trop dur. C'est le contraire que ça crée, mais trop facile aussi, on tombe dans l'amitié et ça devient autre chose. Donc il faut pouvoir faire le juste milieu. Et si le joueur est conscient qu'à un moment donné, il faut mettre fin à ces choses-là pour se concentrer sur l'essentiel. Bravo, voilà. Voilà. Et il faudrait le rappeler aussi, hein, c'est vrai que c'est les 2 meilleurs de chaque poule qui se qualifient directement pour les quarts de finale et les 2 meilleurs des 3 poules, les deux meilleurs troisièmes, voilà, sont repêchés. C'est encore plus de favoritisme par rapport à 2019. Non, je ne sais pas s'il faut parler de favoritisme, mais c'est un groupe de comment on appelle ça, c'est 2 groupes, trois groupes justement de 4, et comme il faut se retrouver donc en quart de finale avec avec 16 demi-finale avec 8 équipes, donc il faudra trouver la combinaison nécessaire, donc et c'est celle-ci qu'on a trouvé, et je trouve pas que ce soit un favoritisme, mais je pense à la fin que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je pense que le Burkina Faso peut naturellement se retrouver au prochain tour au regard de tout ce qu'il a quand même pu démontrer jusque-là. Parce que de par le passé, c'était 8 équipes. On est avec deux poules de 4. Là, c'était facile d'aller directement en demi-finale. Et puis là, il y a 12 équipes. Donc ça veut dire qu'il y a 4 équipes de plus. Il faut vraiment tout pour trouver, parce que pour les 3 poules, ça fait 6 équipes. Il faut trouver deux équipes encore pour compléter. Cette formule a été trouvée selon les indiscrétions et même les questions de tournoi de l'UFOAB par zone, les éliminations par jour là, c'était pour éviter que l'Afrique de l'Ouest ne s'accapare toutes les fois bien évidemment de ces compétitions là. Donc quoi de plus normal, comme il a très bien expliqué, pour ne pas se faire harakiri dans cette compétition. Parce que quand vous parlez du favoritisme, non, c'est pas du favoritisme, mais ça veut dire que il y a de la possibilité pour les nations qui sont aujourd'hui en train de travailler sérieusement d'aller se retrouver au second tour. Donc vous conviendrez avec moi que pour un pays comme le Burkina, ça paraîtrait inacceptable ou bien peut-être assez, je sais pas, que nous ne accidons pas, parce que tout est pratiquement, c'est pas du cadeau, hein. C'est pas du cadeau. Il faut aller chercher ce passage. Il faut être réaliste. Il faut être aussi réaliste. On a la capacité de se qualifier pour le prochain tour. Ça dit qu'on a la capacité et la possibilité de se qualifier pour le second tour. Voilà. Donc le premier match des étalons, c'est ce lundi face à la Tunisie à partir de 16h. Voilà. Passons à la deuxième rubrique de l'émission. Il s'est vu sur le net. Voilà, il n'y a pas eu beaucoup de communication autour, mais Salitas est au Gabon actuellement pour le tour de cadrage contre le Bouenguidi Sport, du Gabon pour le tour de cadrage. C'est un aller-retour et le Salitas a la chance de jouer son premier match à l'extérieur. C'est déjà une bonne affiche. Oui, c'est une très bonne affiche. D'abord, ce qu'il faut déjà noter de nouveau et d'innovation autour de cette équipe de Salitas, c'est la possibilité que Salitas a eu pour pouvoir faire ce voyage de façon extraordinaire. Parce qu'il y a quand même 2, 3, 4 ans que les clubs se plaignaient quand même du nombre de personnes, des conditions de voyage. Et là, le nouveau ministre qui arrive, franchement, il donne une grosse aubaine à Salitas. Une délégation de 30 personnes. C'est un peu rare. Ça veut dire qu'avant, on voyageait avec 18 équipes, un gardien. On était vraiment dans une situation compliquée. 18 joueurs. Aujourd'hui, imaginez-vous avec cette histoire du Covid. Si vous voyagez avec un joueur en nombre réduit, 18, vous arrivez, on fait des tests, on dit vous avez 4 joueurs ou 3 joueurs qui sont Covidés, vous vous retrouvez dans une situation très compliquée. Donc vraiment, moi je salue au passage cette responsabilité du nouveau ministre des Sports qui a pris
l'initiative de Dominique Nana que nous avons eu sur ce plateau, qui a donné la possibilité de voyager de façon, je vais dire, de façon volumineuse. Il y a une bonne délégation qui est partie. Et une bonne organisation d'ailleurs. Une bonne organisation, ça c'est déjà bien. Donc Salitas, ils sont déjà au Gabon depuis quelques jours. Et le match c'est pour dimanche. Le match c'est pour dimanche. Oui. Ça se prépare, ils ont la chance de jouer le match à l'extérieur. Il suffit de faire un bon résultat, ce que nous ne doutons pas. Et dans une semaine, 2 semaines, pourquoi pas Salitas pourrait venir valider son ticket, parce que le peuple burkinabé attend cette deuxième qualification de Salitas dans une compétition, dans la phase de poule, parce que ça jette les projecteurs sur notre pays. Ok, voilà, ça jette les projecteurs sur notre pays. Si on se qualifie, beaucoup de pays viendront pour jouer, et chaque fois dans les médias, on parlera de vous, et sur le plan international, c'est important. Oui, il faudrait le rappeler également, c'est le dernier virage pour les phases de groupe. Oui, voilà, donc en aller-retour. Après cette confrontation, l'équipe qui sort victorieuse rentre automatiquement en phase de poule, où quand même il y a quand même une manne financière assez importante à aller prendre. J'ai l'habitude de dire que c'est une caverne d'Alibaba. Il faut aller chercher. Nos clubs ont des problèmes, c'est l'occasion de se battre, de se donner les moyens pour aller chercher cette manne financière-là. D'accord. C'est vrai que Salitas a bataillé pour arriver à ce niveau-là, mais aussi après ce travail fait contre ces équipes hors du pays, il y a eu le championnat national récemment que Salitas a joué d'abord un match en retard, qui a gagné son premier match, et le deuxième match qui a perdu face à Royal. Voilà. 2 buts à 0. Juste 2 buts à 0. Est-ce que ce match-là ne va pas venir impacter un peu le parcours de Salitas? Non, je pense pas. C'est vrai que c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Mais je pense que si Salitas a perdu ce match, c'est aussi parce que déjà ils avaient dans la tête la préparation contre l'affiche face au Gabon. Issa l'a dit, c'est le dernier virage. Ça va permettre à Salitas d'engranger quelque chose de près de 300 millions s'ils arrivent quand même à intégrer les phases de poule. Vous savez que 300 millions, c'est le budget au moins de 3 ans. Voilà, pour une équipe de phase au foot. Donc du coup, je crois que Salitas ne devrait pas quand même manquer l'opportunité d'aller saisir, d'aller chercher cette manne financière là, et par ricochet, une brillante prestation pourra quand même permettre au Burkina Faso de se positionner et d'avoir quelques éléments supplémentaires dans les années à venir pour représenter le pays. Maintenant, vous parlez de la défaite face au Royal. C'est vrai, on l'a dit lors de l'émission passée, c'est des Salitas pur et simple donc qu'ils ont fait. C'est-à-dire c'est une équipe capable de ne battre n'importe quelle équipe sur son passage, mais qui malheureusement lors des matchs en retard va trébucher. Mais c'est une équipe aussi qui a l'habitude de perdre face aux équipes mal classées. On a parlé de Royal, on a parlé de la GEP, on a parlé de l'USCO, on a parlé de AS Police à un moment donné. Donc ça c'est c'est les caractéristiques des Salitas comme ça. Mais ils sont capables quand même de te sortir un match double XL. On l'a vu face au Al Marsi de Aristide Bansé il y a quelques années déjà. Donc Salitas c'est une équipe qui peut décevoir, mais lorsqu'il s'agit quand même d'un grand rendez-vous, ils savent se faire respecter. Et au passage, il faut saluer, applaudir cette décision du ministre qui permet d'avoir quand même un effectif assez conséquent, parce que c'est chose qui est assez rare quand même, mais c'est une grande première, et c'est aussi pour ça nous militons qu'il faut mettre des gens qui aiment le sport, sinon la place qu'il faut, les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Et là-dessus, je pense que le ministre des Sports, il est à sa place, il est tombé à pic dans un domaine qu'il affectionne. Et au passage, donc on va lui dire bravo et félicitations donc pour cette initiative. Si vous me permettez, et ce qu'il dit c'est tellement alléchant, mais n'oubliez pas que le colonel Yak, Maïga, ils sont tous au Gabon, ce qui est un peu rare, parce que dans les matchs, comme je le disais, dans certains matchs, ils n'étaient pas tout le temps présents, mais cette fois-ci, ils sont tous présents du côté du Gabon. J'ai eu même en communication hier quelques membres qui nous rassurent que tout est fin prêt. Normalement, mais aussi par la volonté de la fédération. Il faut saluer son président au passage, et lorsque c'est très bon, il faut applaudir. Voilà, et nous pensons que tout le monde est véritablement impliqué, et tout le monde s'est rendu compte que Salitas représente en même temps le Burkina Faso. Et si Salitas rayonne, c'est l'image du football burkinabé qui rayonne, et le président de la fédération donc
peut faire son bilan aussi à partir de là. Bien sûr. Voilà. Et le match aller, c'est impératif. Il faut le gagner puisque à l'extérieur, c'est déjà un avantage puisque le match retour, c'est à domicile pour clore cette journée de cadrage. Et Salam Beri. Oui, c'est toujours bien. Heureusement, Salitas a eu vraiment chaque fois la chance de jouer, de commencer à l'extérieur et de terminer. Ça donne vraiment beaucoup de motivation. Même si tu n'arrives pas à gagner à l'extérieur, il faut au moins ne pas se laisser battre, il faut au moins ramener le point du nul pour vraiment, pour mettre tous les moyens à domicile, au moins, parce que chacun, on le dit souvent en football, chacun est fort à domicile. Donc si Salitas vraiment arrive à faire un bon résultat à l'extérieur, je crois que la voie est ouverte. Je pense que cette victoire à l'extérieur est simplement due au fait que l'équipe a quand même connu une certaine maturité. Parce que vous voyez, dans ce 21e siècle, cette histoire de nous jouons à domicile, nous jouons, ça a peu de droit d'exister aujourd'hui. Parce que vous pouvez faire une contre-performance à domicile et les gens ne comprendront absolument rien. Souvenez-vous, l'année dernière, je pense que c'était contre cette équipe universitaire, l'ASPAC du Bénin. Vous vous rappelez, on a eu des crises cardiaques pratiquement. Des arythmies terribles au stade. Le cœur battait à la chamade face à cette petite équipe qu'on pensait qu'on allait avaler d'un coup. On n'a pas pu. Donc c'est pour dire que il faut d'abord la maturité. Et Salitas voyage très bien. Ils ont fait un très bon match au Ghana, qui est quand même une nation de football. Match aller, ils s'en sortent bien. Le tout, ils valident. L'Ashanti Gold, merci. Deuxième sortie, ils font un long périple pour aller au pays de... très loin. El Béchi. Ils reviennent avec un... Soudan plutôt. Au Soudan. C'est Soudan du Sud, non? Au Soudan. Voilà. Ils reviennent avec un bon résultat. Donc, c'est déjà quelque chose qui est très important. Je pense que c'est pas le Gabon qui va faire l'exception. C'est sûr que les enfants sont conscients. Ils feront un bon résultat et puis on aura l'occasion de valider leur qualification et puis les célébrer ici pour cette deuxième possibilité d'aller en phase de poule. Voilà. En tout cas, bonne chance à Salitas pour ce match aller de tour de cadrage. Parlons à présent de Steve Yago. Vous l'avez tous suivi. C'est l'international burkinabé. Voilà, on va voir l'affiche où il était à la lutte avec Neymar. Et c'était un match de camp contre PSG, Coupe de France. Voilà. 16e de finale. 16e de finale. Voilà. Et après ce match, il a été victime d'insultes racistes et il est sorti sur les réseaux sociaux pour dire que ça ne l'atteignait pas. Il dit qu'il reste imperturbable. Comment vous avez apprécié cette nouvelle et là aussi la réaction de Steve Yago par rapport à ça? Non, d'abord, il faut dire que les insultes racistes existent dans le football, c'est une réalité absolue. Et on en parle tous les jours, des associations sont créées pour lutter contre cette pandémie, je peux dire, qui gangrène le football, mais il y a beaucoup d'individus qui n'ont rien compris au football, qui n'aiment pas le foot, qui sont toujours là pour apporter ce petit grain de sable à cette fête. Et en Europe, ils sont les plus nombreux, heureusement qu'on n'en fait pas toujours cas d'eux et puis on continue le football. Sinon, pratiquement sur tous les stades en Europe, ces petits individus, ils existent. On l'a vu face à Caen, mais le garçon, il reste imperturbable, c'était un professionnel de toute façon. Ces injures, je pense que pour lui... l'essentiel était ailleurs, c'était de faire un bon match et puis bon, basta. Mais nous condamnons quand même tous ces agissements. C'est pas des gens qui aiment le foot et tant que le football va exister, je pense que le football va dominer ce racisme-là. D'accord. Salam Beri. Non, mais je voudrais juste dire, c'est malheureux que sur cette action, Neymar se blesse et ne sera pas aligné contre le Barça en Ligue des Champions. On aurait peut-être voulu qu'on dise que c'est peut-être ce Steve Yago qui a empêché Neymar de faire ce qu'il veut de Caen. Mais il faut dire que c'est vraiment un garçon qui est resté imperturbable, qui est resté, malgré la qualité de ce joueur, il n'a vraiment pas eu froid aux yeux. Il est allé au charbon pour vraiment jouer son football. Je crois que ces insultes racistes-là, il faut vraiment que les différentes fédérations, les différentes nations s'unissent pour vraiment trouver une solution à ça, parce que ça dérange vraiment.
Non, mais avant que tu donnes peut-être la parole, très rapidement, il faut dire quelque chose de clair. Quand il parle de... Je suis désolé, au football, les contacts arrivent, mais la blessure de Neymar, on nous dit ce soir c'est quoi? C'est pas une fracture, c'est pas une entorse, c'est pas une foulure. Ça veut dire que dans un choc, on pouvait peut-être espérer que ça soit une fracture, soit une entorse, mais c'est pas le cas, on nous parle de déchirure musculaire. Est-ce que vous pensez qu'un contact simple comme ça peut être à l'origine? Ce garçon, il est faible d'une manière ou d'une autre. Les Français sont en train de le critiquer aujourd'hui. Ça va faire combien de cas de finale qu'il n'est jamais c'est le serpent de mer, chaque fois annoncé, jamais présent. Il faut aussi aller pour comprendre. C'est pas Steve Yago qui est le responsable, quand même qu'il a fait un très bon match. Oui, vous faites bien de le dire. Parlons à présent de Mody Cissé qui est sans club à présent. On l'a vu sur les réseaux sociaux que ce joueur qui est annoncé en fanfare du côté de la Belgique, et présentement il est sans club. Ouais, allez-y. Voilà, actuellement il est sans club et à présent, oui, il a la recherche d'un nouveau point de chute, IB. Alors moi je crois qu'il n'est pas le seul dans ce cas. Il y a plein de joueurs burkinabés qui sont dans l'hexagone et qui se cherchent. Plus d'une dizaine, on peut vous citer pêle-mêle les Benaziz, Agré, Alassane Sango, les Fadil, Sido, il y a plein de joueurs comme ça donc, qui sont perdus dans les rouages de l'Europe, du football européen. Maintenant, on a décidé d'exhumer le cas Mody Cissé parce qu'effectivement, lui, il a été meilleur joueur du Faso Foot il y a quelques temps. Oui. Ça mérite qu'on en parle, sauf que ici, les interrogations qui sont posées, je vois des gens qui commencent à tirer à boulet rouge sur le comportement des agents, sur le comportement de Raïmo et tout. Alors, et quand je lis toutes ces réactions, moi ça me fait rire. C'est un débat qui n'a même pas lieu d'exister et on demande de situer les responsabilités. Les responsabilités, elles sont à quel niveau? Moi je veux dire par rapport à cette situation, il y a deux évidences qui se dégagent. On parle de Raïmo. Raïmo, c'est une équipe qui a fait ses preuves à travers son premier responsable qui est l'agent Raïmo Hidrogo, qui a eu à négocier avec les grands dirigeants du football mondial, avec Manchester City pour un contrat de Issa Kaboré, qui a discuté avec les dirigeants de l'Ajax et qui continue de discuter avec d'autres dirigeants. On parle de tout. Donc, lui, il a fait ses preuves. Ça, c'est une évidence. Alors, il y a le nom d'un certain de Maïga qui est également apparu dans ce cas d'espèce. Lui également, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves, qui a discuté avec Bayern Leverkusen, qui a discuté avec beaucoup de clubs. On a parlé d'une offre de Liverpool et tout. Donc, lui aussi, il a également fait ses preuves. Et la seule partie qui n'a pas fait ses preuves en Europe, c'est bien sûr la partie du joueur. Et moi, je trouve que ici, le plus important, c'est le contact que l'agent vous trouve. L'agent peut vous trouver, par exemple, un contact en Europe, mais ce qui peut vous faire progresser et vous faire, c'est seul votre talent. Oui. Et là-dessus, ici, moi, quand je lis les uns et les autres, moi, ça me fait rire. Et là, il faut aller interroger ce que le joueur a fait de son talent pour se retrouver. Est-ce que c'est pas en ce moment, on se pose souvent la question, et ces joueurs ne partent pas tôt? Oui, est-ce que c'est il y a cette problématique qui existe, qui effectivement il faut parler tôt. Mais je voulais peut-être aussi ajouter quelque chose. Lorsqu'on dit peut-être il est tombé dans un mauvais endroit pour départ, alors qu'il y a plein de joueurs qui sont passés par le même canal et qui font aujourd'hui la fierté du Faso Foot. Donc aujourd'hui, s'il y a quelqu'un donc il faut pointer du doigt, moi je pense que c'est le joueur et son attitude. Moi je pense que sur ce sujet, j'ai le même point de vue, vraiment, je suis émerveillé par l'analyse faite de façon claire et parfaite de mon jeune frère Ibé. Il faut qu'on soit honnête dans ce pays et avoir souvent l'honnêteté de reconnaître le travail des uns et des autres. Moi, ça ne me gênerait pas que quelqu'un me critique pour un travail mal fait. Ça va me permettre de m'améliorer. Quand vous prenez Mody Cissé, la filière que Mody Cissé utilise, c'est pratiquement la même filière que les Edmond Tapsoba ont utilisé, qui aujourd'hui sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, qui tapent à la porte de Liverpool. Ça veut dire quoi? Que on fasse sortir le nom de Raïm, qui est un formateur, qui a formé Mody Cissé pendant des années. Vous ne pensez pas qu'il doit avoir un regard sur ce footballeur? Il doit avoir un regard. Aujourd'hui, prenez tous les joueurs que Raïm a essayé de placer à l'international, qui n'a pas flambé. Que tu aimes Raïm ou pas, il fait un travail exceptionnel. Maïga, c'est la même chose. Aujourd'hui, nous, on devait s'estimer heureux de commencer à avoir des agents
comment on les appelle, les intermédiaires sportifs qui nous a manqué il y a des années, qui a fait que certains joueurs qui étaient talentueux n'ont pas pu intégrer le quota du football européen parce qu'on n'avait pas les canaux. Aujourd'hui, Maïga, il est là, il discute avec les décos, il a placé des joueurs, il a signé des contrats avec une structure privée en Europe qui travaille dans le domaine du placement. Mais allez-y poser la question, pourquoi est-ce que ce jeune garçon, ça ne marche pas? Il a son 4e club et ça ne marche pas. Est-ce que c'est les agents qui sont responsables de la non-performance du joueur qui passe aujourd'hui dans 4 clubs et que ça ne marche pas? Je pense qu'il faut situer les responsabilités. Il ne faut pas chercher à mettre du sable ou bien à présenter des personnes qui travaillent pour le football, le développement du football, comme des personnes responsables de non-l'évolution de notre football. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce qu'il me dit là, il a tout. Moi, je ne vais plus ajouter, mais je pense que Mody Cissé est aujourd'hui à son 4e club. D'accord. Comprenez? 4e club, ça veut dire quoi? Si aujourd'hui vous passez par 4 clubs en Europe, des ça clubs marche pas. Et pas les grands clubs, et vous n'arrivez pas à vous imposer, je pense qu'à votre niveau, il faut que vous vous posez les vraies questions et les vraies réponses vont sortir, que d'exhumer ou de montrer des gens sur les réseaux sociaux disant que c'est telle personne qui peut être responsable. Je pense que la responsabilité, c'est d'abord le talent, le comportement. C'est ça qui doit vous amener et arriver ils ont tout dit. Ils ont tout dit, juste pour appuyer, parce que je m'inscris en vrai de tout ce qu'ils ont dit par rapport au talent du joueur. Parce que vous vous souvenez de ce Mody Cissé quand il était à Raimo, il a été vraiment brillant jusqu'à ce que Raimo remporte le championnat. Mais après juste cette victoire de Raïm, vous avez vu le comportement du joueur. Le joueur n'était plus, il n'avait plus la tête dans ce face au foot, à tel enseigne que même quand Raïm est parti au Nigeria pour jouer la Ligue des Champions, je crois qu'il a quitté de là où il était pour. Ça veut dire qu'il ne travaillait plus. Il était dans un flottement. Justement, c'est pour ça que je pose la question. C'est le travail seul. Parce que l'argent a beau aller vous vendre dans un club, même si c'est à Manchester ou dans un grand club, tant que vous ne travaillez pas, ça ne va pas marcher. Et n'oubliez pas, ceux qui ont fait ces écrits ne sont pas allés à la source souvent de l'information. Nous sommes allés à l'information, on a eu des informations qui nous ont été données. Ça dit que s'ils étaient partis à l'information, ils comprendraient même les conditions dans lesquelles, le bras de fer dans lequel le jeune s'est mis, parce que juste après le titre, ce garçon ne jouait plus au foot. On ne va pas trop s'attarder. Oui, comprendre qu'il a forcé son départ du côté de Raimo et il a eu sa lettre de libération. Et lorsqu'il était en détresse, qu'il aurait contacté un certain nombre d'agents, dont Maïga et les restes. Et à travers les contacts, ils ont pu lui trouver un club dans lequel ils n'ont pas pu s'imposer. Mais je crois que là-dessus, il appartenait quand même aux joueurs de travailler donc pour mériter la confiance donc de ses dirigeants. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et on a de la compassion pour lui, pour ce qui lui arrive, mais ça, je crois que ça va aussi être un exemple donc pour les autres. Voilà. On va terminer cette rubrique avec cette annonce du Grand Prix 14, une compétition de cyclistes organisée par un vétéran, voilà, El Hadj Aboubacar Thiam Touré, voilà, qui organise son Grand Prix. C'est du cyclisme. Issaka, vous connaissez très bien. Et c'est sur Charles de Gaulle. On prend vraiment, c'est un monument quand même du milieu du cyclisme. 14, quand vous dites le nom, ça rime vraiment avec le cyclisme. Et moi, je suis content aujourd'hui de voir que la 4e édition. Beaucoup de personnes l'accompagnent. Et ça ne m'étonnerait pas qu'un jour, il soit dans les instances dirigeantes parce qu'il connaît un peu le milieu du cyclisme. Il a baigné dedans depuis des années. Aujourd'hui, moi, je lui dis bravo. Et puis bon, quand on l'accompagne, et puis bon, il faut s'aimer vivant. Il faut s'aimer vivant. Il ne faut pas attendre que l'irréparable arrive et puis on commence à avoir des larmes de crocodile pour dire tel. Merci Saka, une belle conclusion. Voilà. Et on passe à la dernière rubrique de l'émission, le quiz. Tu n'as pas oublié ça.
Voilà, Issaka Eliboudo qui commence déjà. Et le quiz, j'ai l'habitude de dire que voilà, c'est là où on reconnaît les mémoires fortes des décodeurs sur ce plateau. Et à la maison également, devant votre petit écran, vous pouvez vous exercer à répondre à ces questions, voilà, pour vous remémorier un peu du temps passé. Alors, le championnat national toujours et la CAN. Qu'est-ce que vous choisissez? Le championnat national, c'est le face au foot, voilà, et la CAN, c'est concernant les étalons. Bon, je commence par vous. Je prends la CAN. La CAN. Ouais, j'avais pris le championnat. Ça m'a permis d'être champion. Donc je prends. Non, j'ai été champion. Donc je prends la CAN. Ouais. Bien sûr. Alors, Ibé, première question pour vous. Qui est le meilleur buteur de l'histoire des étalons? Combien de buts au total il en a marqué? L'histoire des étalons? Oui. En phase finale de CAN ou bien meilleur buteur des étalons? En phase finale de CAN. On parle de la CAN. En phase finale de CAN, je crois que c'est Alain Traoré. Avec 5 buts. 5 buts? Ouais. Pourquoi 5 buts? Parce qu'il y a un en 2012, 3 en 2013 et un en 2017. Alain Traoré, mais revoyez les buts. Alain Traoré, oui, un en 2012, 3 en 2013 et 1 en 2017. Ouais. Est-ce qu'en 2013 il a marqué 3? Parce qu'il s'est blessé contre l'Éthiopie, hein, je crois. Moi, je pense que c'est Alain Traoré comme il a dit. C'est Alain Traoré. On est d'accord que c'est Alain Traoré, mais on recherche le nombre de buts. Maintenant, numériquement pas. Je pense qu'il a. Je crois qu'il doit être à 4 buts. Il a marqué contre. Je dirais 4. Il doit être à 4 buts. C'est pourquoi j'ai dit 4. Je crois qu'il a marqué. En 2013, c'est pas 3 buts. C'est pourquoi j'ai dit 4 buts. Voilà. C'est 2 buts, il a marqué en 2013. On vous donne combien on lui donne un point? Non, on me donne, j'ai dit 4. Non, c'était pas votre question. Mais vous avez oui, bien sûr. Il était dans les Puisqu'il faut informer en même temps. Il était dans les tréfonds de la lagune. Puisqu'il faut informer en même temps les téléspectateurs. Donc on vous donnait la latitude de répondre, mais vous n'avez pas le point. Donc IB aussi perd ce point parce que vous n'avez pas. Il n'y a pas de souci. Voilà. Issaka, d'abord, vous choisissez entre le championnat national et la CAN. J'ai très peu du championnat parce que moi je vais à la CAN également. Je vais la CAN. Emboîter mon partenaire. En quelle année la Haute-Volta a participé pour la première fois en éliminatoire de la Coupe du Monde? Éliminatoire de la Coupe du Monde de la Haute-Volta. Pour la première fois? Pour la première fois. 68, 74, 78. À tout casser, je prends 78. Vous êtes sûr ou je prends 78. Non, vous ne prenez pas. Je suis sûr de 78. Donc je le viens au secours. 78, c'est la première participation à CAN. Mais 68 pour les premiers éliminatoires en Coupe du Monde. Je pense que c'est 78, la première participation du Burkina aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Je reste sur ça. Ouais, moi je prends 68. Non, c'est 78. Intransigeant, je reste là-dessus. Vous avez failli le tromper maintenant. Il ne peut pas me tromper. 78, c'est la première participation en phase finale des CAN. Après le forfait de la Côte d'Ivoire. Coupe du Monde. Vérifiez. Parce que c'est pourquoi je suis allé sur 68, 74. Vous savez, j'ai la mémoire d'éléphant. Attention. 78. C'est un point donc. Non, c'est un point. On va passer tout de suite aux questions à 2 points. Mais c'est un point d'abord. Donc vous êtes à 1 point, IB 0 point. Nansa Lambeda à présent, choisissez la CAN. Et la CAN, sur la CAN, il ne reste qu'une seule question. Non, je prends la CAN aussi. Vous prenez la CAN pour qu'on puisse avancer. Oui. D'accord. La dernière question, c'est vrai que c'était en 78 que le Burkina Faso a livré son premier match des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et contre quel pays, voilà, donc le Burkina Faso a joué ces éliminatoires? Ces éliminatoires? Oui, pour la première fois. C'est la même question, mais maintenant dites c'est contre quel pays? Quel pays au pluriel ou c'est au singulier? C'est un seul pays puisque le premier match en éliminatoire. Si s'embourbe, on va venir à donc ne répondez pas pour qu'on puisse avancer. Si vous ne trouvez pas, on balance ce IB pour qu'il nous donne la réponse. Je prends les championnats. Ah ok, d'accord. Vous ne trouvez pas? Moi je contre quel pays? Comme la République centrafricaine. Calmez-vous, Issaka. Vous dites la République centrafricaine. Non, vous avez encore une chance.
On vous donne une chance, sinon on bascule sur Isaka pour prendre le point. Non, mais vous refaites le tour avec oui, vous avez dit que vous passez la main. Oui, dit qu'il passe la main. Le championnat, donc vous passez la main. Le Gabon. Non, pas le Gabon. Donc Isaka, c'est Madagascar. Non. Le Madagascar, c'était la CAN. Et non, c'est la CAN. Le match, c'est joué à Madagascar. Vous dites le pays? Oui. Contre quel pays on a joué? On est allé à Madagascar pour jouer. Non, c'est contre la Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Oui, la Côte d'Ivoire. Vous prenez le championnat pour terminer. Donnez le nom de 2 clubs qui ont été promus en première division. Et la même saison, ces 2 mêmes équipes ne se sont pas imposées et ils ont été relégués en 2e division. Je prends Bobo Sport. Je prends Kiko FC. Bobo Sport, c'est en quelle année? Bobo Sport, c'est en 2017 à côté, non? 2018. 2017-2018. Ouais. Et Kiko? Kiko, je crois que c'était en 2004. Oui, donc il y a Bobo Sport, il y a Ufran en 2014, il y a Salmatenga FC en 2011. Il y a Sourou Sport. Il y a quoi de Boromo là? Il n'y a pas le Sourou Sport. L'USBAM. Il y a le Sourou également. C'est Sourou Sport. L'USBAM également. Oui, c'est le nom. Il y a le Sourou Sport également. Voilà. Il y a même l'USI, l'ASK et tout ça. Et l'équipe dans laquelle Sanabérou a joué là. Narambo FC. Oui. Il reste une dernière question, parce que tout le monde a 2 questions sauf vous, très rapidement. Et on est toujours, comme si c'est le championnat. Combien de titres en D2 le Santos a enregistré? Combien de titres de D2? Oui. C'est un seul titre. Non. Santos? N'oubliez pas que pour monter en première division, il faut un titre. Ah, combien de titres Santos a engrangé en D2? Voilà. Si vous calculez les nombres de fois qu'ils sont montés en première division, vous allez trouver des titres. Oui. Il passe 3 titres. Bravo. Ça va brûler un point également. Non, je l'ai sifflé. Donc match nul entre vous deux. IB ce soir a démérité. Il n'a pas. Vous n'avez pas eu de point ce soir. Il a été foudroyé par la majesté. Les adversaires se sont préparés pour riposter. Merci à tous les trois. C'est une bonne réponse. Oui, je sais très bien. C'est une bonne réponse. Oui. Merci. Ouais, il n'a pas retrouvé ça, mais j'ai une bonne réponse. Ça retrouve lundi. Il n'y a pas de souci. Voilà, merci à Isaka. Merci à Salamele. C'est sûr que tu seras là lundi. Ouais, donc Dianda sera avec vous. Voilà, donc il faut donner l'information quand même, parce que ça nous fait honneur quand même. Merci à l'équipe de réalisation autour de Césaire. Merci à vous aussi qui nous avez suivis. On se retrouve une autre fois pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.